Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quitter la ville, mieux vivre à la campagne. Très heureux aujourd'hui de parler de ce qu'on fait au potager en ce moment. Le potager est une partie très importante de notre nouvelle vie. On est vraiment avec ma femme extrêmement engagés pour l'alimentation saine et durable, à la fois pour nous, nos enfants et pour tout le monde. D'ailleurs, l'association que je préside organise la Coupe de France et la Coupe du Monde du potager, qui est un concours et une animation pédagogique pour les établissements scolaires, pour les associations et les structures jeunesse et pour les clubs de tennis. Je ne rentre pas dans les détails sur pourquoi les clubs de tennis, mais c'est un formidable projet qui est soutenu par le fonds de la Fédération française de tennis, qui me permet de reboucler la boucle en tant qu'ancien joueur de tennis de haut niveau. Mais le principe, c'est que le sport fasse aussi sa part dans la transition écologique et l'alimentation durable. L'alimentation, c'est quelque chose de central pour nous. Et quand on a changé de vie, de Paris à l'Auvergne, on est passé d'un appartement avec une petite terrasse, enfin un petit espace au rez-de-chaussée, où on avait des herbes aromatiques et on avait quelques plants de tomates. Mais on est passé de ça à 3 hectares. Et du jour au lendemain, mais vraiment sans attendre, on s'est lancé dans la culture potagère parce qu'on adorait ça. Et on voit que même si on n'est pas expert et on devient expert autodidacte, dès le début, on peut vraiment avoir des résultats. Et ça fait énormément plaisir. C'est souvent quelque chose que je dis. Je m'excuse, je suis allé chercher l'eau ce soir, donc j'ai les bouteilles d'eau dans le coffre. C'est ça le bruit. Mais je le dis très souvent, on n'a pas besoin d'être expert ou avoir la main verte pour avoir un potager. J'en suis la preuve parce que j'ai grandi, encore une fois, à New York. J'avais pas du tout de potager, ni d'expérience sur des fermes, ni de famille à 3-4 générations, je pense, qui étaient agriculteurs. Moi-même, j'ai appris à faire pousser mes premiers légumes après l'âge de 32 ans. Et donc, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Et la personne qui me dit non, il faut avoir la main verte, eh bien, je serai toujours en désaccord. Deuxièmement, ce qui est magnifique avec le potager, en plus de le fait que ce soit accessible, c'est que ça permet de passer du temps à l'extérieur, qui peut être vraiment aussi sur un espace très proche de la nature, très lié à la campagne. J'encourage toutes les personnes qui sont encore en ville de ne pas se dire il faut avoir un grand espace pour un potager. Donc paradoxalement, le potager, nous on a un magnifique potager en étant à la campagne, mais si on était resté en ville, je pense qu'à un moment donné, on aurait quand même essayé de trouver des solutions pour un potager plus grand. D'ailleurs, quand on était encore en ville, on avait commencé à cultiver juste à côté du tramway. Pour dire à quel point vous serez surpris par l'acceptabilité sociale, on avait fait un tout petit potager juste à côté du tramway. Donc c'est pas du tout notre espace, c'était un espace municipal. Et le jardinier avait tondu le gazon partout, sauf sur le potager qui faisait même pas, ça faisait à peu près peut-être 6 à 10 mètres carrés. Mais il avait pas détruit. Donc il a trouvé ça sympa. Donc je lance toujours le défi à des élus et à des services quand je discute de nos projets sur le potager dans les zones urbaines et les zones publiques, en leur disant vous n'allez pas avoir la détérioration et les mauvais comportements en principale expérience en faisant le potager. Oui, il peut y avoir des petites incidences, mais globalement, les personnes apprécient et respectent ou s'en fichent et ils passent à côté. Voilà. Maintenant, pour revenir à notre potager, nous, on
on est parti, pas de zéro en termes de connaissances pour Fanny, parce que son grand-père était, on va dire, il était pas maraîcher informel et de loisirs, mais pas loin, hein. Il avait un joli espace où il cultivait des très très belles rangées de légumes. Mais Fanny, elle faisait pas trop le jardin avec lui, donc c'était juste une sorte de fibre qu'elle avait. Donc on est parti pas loin de zéro, quand même, en connaissance. Et après, on a regardé des vidéos, on est devenu passionné par quelques podcasts. Euh, je te parle le podcast On s'aime fort est très bien. Pareil, je leur lance un peu de pub. On s'aime fort, super pour le potager. C'est un jeu de mots, hein. Sème, c'est comme semer. Mais on entend on s'aime comme s'aimer. Euh, et c'est organisé par un expert qui s'appelle Eric, un autre expert qui s'appelle Brice. Et Brice, il a aussi un super boutique en ligne qui s'appelle monjardinbio.com. Je recommande aussi pour vous équiper en outils de jardin et en graines, etc. Euh, on a écouté des podcasts, on a rencontré des personnes, on est devenu passionné par ça et donc on a appris et on a agrandi notre jardin. Et maintenant, on est sur plusieurs centaines de mètres carrés, voire on arrive à 1000 mètres carrés juste pour le potager, parce qu'après, quand on rajoute les arbres fruitiers, et on en a planté une cinquantaine, et bien là, on commence vraiment à observer une petite ferme en maraîchage, mais amateur. On ne se met pas la pression pour cultiver et vendre euh, parce qu'on n'a pas le temps et on a plusieurs activités et on aime faire ça, principalement pour notre propre consommation et pour des raisons pédagogiques et aussi de légitimité parce que surtout moi je travaille dans la pédagogie sur le potager, je me sens beaucoup plus légitime d'avoir mon propre potager pour ensuite faire de la pédagogie et organiser un concours à destination des jeunes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce qu'on a fait depuis quelques mois? Parce que c'est une des premières fois où je fais un podcast sur le potager. Euh, y a, on se focalise beaucoup sur préparer les sols. Ça, c'est vraiment le fondamental. Il faut se dire que le sol, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut l'entretenir, le soigner. Il faut lui apporter de la matière organique. Et il faut le couvrir. Le sol, il est jamais à nu dans la nature. Donc, il faut d'abord le couvrir, que ce soit de la paille, que ce soit du foin, que ce soit du carton, que ce soit d'autres matières organiques. Un sol n'est jamais à nu, et c'est pour plusieurs raisons. La nature, elle couvre le sol, elle développe plein de choses très fertiles à la surface, mais aussi dans les premières couches, énormément de biodiversité et de vie dans les premières 20 cm dans les premiers 20 cm du sol. Et donc, ce qu'on apporte au sol en matière de compost, en matière de fumier, en matière de feuilles mortes, même pas besoin de faire ce qui est le symbole de la permaculture, hein, de faire c'est ce qu'on appelle des lasagnes et de faire des buts. Et non, on n'a pas besoin de faire ça. On a des buts dans notre jardin, mais c'est pas du tout le principal. C'est du travail. Les buts, à un moment donné, elles se tassent. Donc, ce qui est surtout important, c'est que nous, on a la chance d'avoir beaucoup de pleine terre. Et donc, on prend soin du sol. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais ça, c'était un axe des derniers mois et des dernières semaines, encore plus précisément. Et c'est pour dire qu'à la campagne, il y a plus de capacité à avoir de la pleine terre. Et c'est ça qui est formidable. Nous, on avait plein d'espace à côté de notre corps de ferme. Et donc ça, c'est ce que je raconte comme magnifique expérience pour les personnes qui quittent la ville pour aller vivre à la campagne, c'est que pouvoir se connecter à la terre, eh bien, c'est quelque chose de formidable qui rend beaucoup, qui donne beaucoup de gratitude, qui apprend beaucoup et qui nourrit. C'est nourricier en fait, la terre. La nature, elle produit beaucoup de nourriture et elle est produit encore plus quand on travaille avec elle et on l'oriente sans détruire le sol. Voilà. Maintenant, après avoir vraiment travaillé sur le sol et s'être concentré sur le sol, il y a des infrastructures que je fais beaucoup pendant la période hivernale et juste au début du printemps. Là, on n'y est pas encore au printemps, on est encore en hiver, mais on arrive au printemps. Là, j'ai quand même je me suis bien occupé déjà en hiver, je démonte des choses que j'avais montées pour l'été, à savoir des canisses, les structures sur lesquelles vont se reposer les canisses.
sauf si vous êtes dans un endroit très froid, qui va avoir une courte saison chaude, ce qui est de moins en moins le cas. Mais les canis, c'est très utile pour quand il y a beaucoup des très fortes chaleurs, et ça peut brûler les plantes. Au-delà de 35-36 degrés, toutes les cultures potagères ont beaucoup de mal. Donc, déjà, j'avais démonté les canisses, et puis les structures en bois que j'ai faites. Je vais travailler dans les années à venir, peut-être pas cette année, mais ça serait idéal, hein, mais sur des structures un petit peu en dur, au moins sur le bas des piquets, pour faire ensuite reposer des canisses en bambou qu'on achète. On peut aussi fabriquer des canisses avec des structures en bois. On peut prendre il faut les renouveler chaque année, mais si on prend des branches avec des feuilles, tu les poses sur des structures que tu as faites, et bien sur l'architecture principale, et bien ça fait des canisses. Excusez-moi, l'objectif étant de empêcher que les rayons de soleil arrivent de plein fouet sur les plantes. Mais si les piquets sur lesquels repose la structure en bois sont protégés en bas par du fer, ou si on fait, bon, je pense pas faire des structures en béton et faire ça dans le sol, je pense pas. Mais si déjà c'est des piquets qui sont pas que du bois en bas, ça permet à ce piquet de ne pas se dégrader et que je peux les laisser une saison à une autre. Parce qu'en fait, quand on laisse les choses dans le sol, tout simplement, le sol va, l'humidité et les l'organisme dans le sol, ça va détériorer le bois quand même. Donc c'est une petite chose à faire pour réduire la facture aussi d'achat de nouveaux piquets dans l'avenir, pouvoir les réutiliser, et aussi juste tout simplement moins consommer de matière. Voilà, donc c'est une pratique assez sensée à plusieurs égards. Donc ça, les canisses et les structures en bois dans le potager, j'y travaille pendant les mois d'hiver. Une autre chose que je fais, c'est j'organise un petit peu le jardin. Moi, je suis Fanny. Fanny, elle est plus pilote. C'est un temps partiel pour elle quasiment. Moi, on va dire que c'est un quart de mon temps, m'occuper du jardin, des animaux et de la partie vraiment ferme, pure. Moi, ce que je fais souvent, c'est je l'accompagne aussi dans décider qu'est-ce qu'on va mettre et où. Donc, dans des clôtures. Ça, je précise, les clôtures, très important quand on a des animaux. Alors, si vous n'avez pas d'animaux, vous n'avez pas nécessairement besoin de clôturer, mais très souvent à la campagne, les terrains et les parcelles sont quand même délimités entre voisins, etc., entre propriétaires. La clôture, ça peut être quelque chose de sympa aussi. Les haies, clôture quand c'est pas du barbelé. Du barbelé, ça c'est un peu agressif. Donc des jolies clôtures, ça peut faire joli aussi. Évidemment, je vais dire une redondance. Mais deuxièmement, sur la délimitation, mais qui est très utile, ce sont les haies. Les haies sont extrêmement importants. Donc on plante des haies, ça prend du temps aussi. Il ne faut pas imaginer qu'on plante une haie et que l'année d'après, tout d'un coup, c'est dense. Non, ça prend plusieurs années. Donc nous, on s'est pris dès le début, mais on a aussi encore replanté des haies depuis plusieurs saisons et plusieurs années, depuis qu'on est là, depuis les 6 ans. Et premièrement, nous, on a beaucoup de vent où nous sommes. On est à 900 mètres d'altitude. On a beaucoup de vent, donc les haies, ça protège les cultures du vent. Parfois, le vent peut être vraiment très très dévastateur dans un potager, parce que on peut avoir des serres fabriquées de manière un petit peu fragile, ou des tunnels. On peut avoir, ça va frapper les plantes aussi, ça va pas leur faire du bien toujours. Les haies, ça protège à ce titre-là aussi de trop d'ensoleillement. Ça arrive, c'est bien qu'il y ait beaucoup d'ensoleillement, ils ont besoin de soleil les plantes, mais certaines plantes, il en faut un petit peu moins. Par exemple, les courges en ont besoin beaucoup moins que les tomates, par exemple. Troisièmement, c'est très positif pour les pollinisateurs et la biodiversité au sens large. Plus il y a des haies, plus il y a des zones avec un peu de verticalité, j'aime bien dire ça, de la verticalité, c'est essentiel dans un potager. Plus il va y avoir des pollinisateurs, mais aussi d'autres animaux qui sont à la fois qui embellissent le jardin, donc les oiseaux, les hérissons, plein d'autres insectes.
mais plus ça va favoriser une expérience globale extrêmement plaisante. Et nous, notre objectif, c'est de produire, mais d'avoir une expérience pour notre santé morale, notre santé physique, pour nos enfants, une expérience pédagogique globale très positive. Et je dis pas que les agriculteurs cherchent pas à faire ça aussi, mais les agriculteurs, ils ont un impératif financier, donc c'est très différent. Même si les principes de l'agroécologie s'appliquent très très bien dans l'agriculture, de plus en plus, mais il faut les accompagner, les agriculteurs. Je ne vais pas refaire un épisode sur l'agriculture et mon soutien aux agriculteurs, mais le potager, par contre, il faut le dire, c'est un joli trait d'union entre des personnes qui ne sont pas du métier et l'agriculture. C'est quand même un trait d'union et un rappel, et ça permet quand même d'avoir des ingrédients de compréhension de ce que c'est d'être agriculteur quand même. Et ça, c'est important parce qu'on a besoin de se rapprocher de l'agriculture. Ça, je l'ai dit et je le redirai tout le temps. Donc, nous, notre expérience est vraiment positive grâce au fait que nous favorisions la biodiversité dans notre potager. Donc, on fait ça aussi pendant l'hiver parce qu'il y a plein d'aménagements à faire. Alors, on ne plante pas trop d'arbres et de haies dans les périodes les plus froides, hein, et on attend qu'il fasse un tout petit peu plus chaud. Mais là, on a planté quelques arbres récemment, on a planté une haie récemment, hein. Donc, il faut juste regarder un petit peu la variété, l'espèce, vérifier que c'est pas vraiment une contre-indication de planter à cette époque-là. Voilà. Parce que je ferai un autre épisode, hein, sur les arbres, quand il faut tailler, etc. En faisant référence aussi à d'autres experts, hein, comme je l'ai fait aujourd'hui, en parlant de 11 Semfort, par exemple. Mais ce qui est important, je ne peux pas parler de tout dans cet épisode. Là, après l'aménagement, on fait des semis. On fait des semis. C'est surtout Fanny en ce moment qui les fait cette semaine. Moi, j'ai essayé de trouver du temps la semaine prochaine pour en faire. Là, on est mi-mars. Semis de petits pois, de haricots, semis de courges même, alors surtout en godet et à l'intérieur. On ne fait pas beaucoup de semis en pleine terre, mais on en a quand même fait. On a fait aussi on a planté des oignons, de l'ail, on a aussi 2 serres, donc ça nous donne plusieurs options. On peut planter en pleine terre en dehors de la serre et dans la serre, ce qui permet, on a fait plein de semis de fèves par exemple, ça permet déjà d'expérimenter, hein, ça c'est important, c'est bien d'expérimenter chaque année, de tenter des choses nouvelles. Et deuxièmement, on sait que on va avoir plus de chaleur évidemment sous la serre qu'à l'extérieur, et même on a une salle avec une très très grande vitre qui nous permet de faire plein de semis en godet à l'intérieur, et ça c'est extrêmement utile. Donc je donne aussi quelques exemples de ce que veut dire faire des semis, hein. C'est avoir du terreau dans des godets ou planter, mettre en pleine terre. Il faut regarder si c'est en pleine terre l'espacement des graines, aussi de prendre en compte l'ensoleillement et décider si cette plante-là elle a besoin d'être un peu plus au soleil que d'autres, et donc on choisit là parce qu'on connaît les zones qui vont être ombragées dans notre potager. Si c'est en godet, il faut les tourner, les semis, dès que la plante commence à sortir, parce que sinon ça s'appelle filer, ça file vers le soleil, et la plante va être de travers, trop soleil. Il faut la tourner tous les jours, en plus d'arroser, qui est la principale chose. Il ne faut pas l'inonder, hein, la plante, mais il faut arroser, il faut toujours que ce soit un minimum humide. Dès que c'est sec, là il faut rattraper un petit peu de retard, il ne faut pas que le semis soit sec. Donc ça c'est des petites choses minutieuses, mais pas très compliquées quand même, et c'est des choses qui sont très agréables. Il faut être délicat avec les graines. C'est aussi quelque chose qui nous rappelle la délicatesse, la fragilité, mais aussi la puissance de la nature, parce que de cette graine on va avoir une magnifique plante qui va donner des légumes ou des fruits, et qui ensuite va se retrouver dans l'assiette. Et de partir de la graine et arriver jusqu'à l'assiette, je peux vous dire que c'est une expérience fabuleuse qui est accessible encore une fois à tout le monde. Et j'ai appris à le faire. On le fait en famille, et je peux vous dire que quand on a la plante dans l'assiette et qu'on est en train de déguster ensemble et partager un repas de légumes du jardin ou du fruit du jardin,
après avoir commencé au tout début, ben, je peux vous dire que c'est une des expériences les plus gratifiantes pour lesquelles j'ai la plus de reconnaissance dans ma vie. Et je sais aussi que mes garçons apprécieront la nourriture, l'alimentation et leur santé d'autant plus ayant participé à semer et récolter. Donc, je vais terminer ce podcast, cet épisode sur ça, sur cette magnifique, euh, un petit peu de théorisation, mais aussi expression de gratitude envers le potager, le fait d'aller de la graine à l'assiette. Et je vous encourage toutes et tous de produire un petit peu de la nourriture. À Landestini, c'est un de nos slogans, hein, il est aussi fondamental de savoir produire de la nourriture que de savoir lire, écrire et compter. Et je suis intimement convaincu de ça. C'est-à-dire que ça devrait être demain quelque chose que tout le monde sait faire et pas une contrainte. S'il y a une différence entre apprendre à lire et apprendre à écrire, c'est fabuleux ça, mais apprendre à cultiver de la nourriture, à produire de la nourriture, eh ben c'est quelque chose quand même de très enthousiasmant. Même si lire et écrire, c'est enthousiasmant aussi, hein. C'est juste que là, on parle de quelque chose de très très concret. Les mains dans la terre qui apportent de la sérénité, qui apportent une connexion au vivant, qui est juste irremplaçable. Donc allez-y, mettez les mains dans la terre, même si vous êtes en ville, mais surtout si vous quittez la ville pour aller vivre à la campagne, vous allez avoir une expérience de très grande ampleur, de très grande gratitude avec le potager. À très bientôt.